Merci messieurs, je vais vous présenter très rapidement. Donc Olivier Bokobza, vous avez rejoint BNP Paribas IMO en 2000. En 2010, vous avez intégré la ligne de promotion de métier promotion résidentielle, d'abord en tant que DG délégué, chargé du fonds de développement foncier en Île-de-France, puis la promotion résidentielle Île-de-France en 2011. Depuis février 2016, vous occupez de l'ensemble des activités résidentielles en France. Guillaume Pasquier, vous avez été collaborateur parlementaire, conseiller en cabinet du secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale, Christian Blanc. Et c'est dans l'actualité, vous avez été DG délégué de Paris-Saclay avant de rejoindre la Française en septembre 2016. Vous êtes responsable de la mise en œuvre des projets de foncière. Hervé Puy-Bouffa, diplômé de l'école d'architecture en 88, DG de l'état de promotion avant de devenir le président. Marc Villan, mars 2017, président de la Chambre Île-de-France de la Fédération des promoteurs immobiliers, président d'Interconstruction depuis 2003, et enfin Olivier Vignol, directeur général d'ICAD. Vous êtes directeur général d'ICAD depuis mars 2015, membre du comité de direction de la groupe Caisse des dépôts, et récemment, cette année, Pierre d'Or de professionnel de l'année. Voilà. Donc, je voulais vous poser d'abord une question toute simple, où je vous demanderai de répondre brièvement chacun, parce qu'on a 3 quarts d'heure et on a 5 intervenants. Donc, est-ce que la stratégie logement présentée par le gouvernement il y a un mois va-t-elle produire ce choc d'offre tant espéré ? Commencez, monsieur Bokobza, je vous en prie. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre rapidement. On va développer après. On va développer. Je pense qu'il y a des éléments qui vont permettre en effet de mettre à l'offre plus de projets, mais il ne faut pas oublier que notre métier est un métier dont le cycle est long. C'est-à-dire que pour envisager une mise sur le marché de plus de projets, c'est 3 à 4 ans. Donc je crois que ça donne... il y a une partie de cette stratégie de logement qui donne de la confiance sur les aspects relatifs aux dispositifs qui ont été reconduits sur plusieurs années, qui donne donc de la lisibilité et de la visibilité aux opérateurs que nous sommes, et on en a besoin, parce que si on veut aller chercher de nouvelles opérations, il faut qu'on ait confiance dans le marché et à la clientèle à laquelle on va s'adresser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est, lorsqu'on a confiance sur l'offre, on l'a pu le voir sur des initiatives publiques qui ont été menées ces derniers mois avec Réinventer Paris et Inventons la métropole, avec des succès incroyables sur des dizaines de sites, et la fiscalité des particuliers et des entreprises qui ont été potentiellement allégées vont aussi permettre à certains propriétaires fonciers de réfléchir sur l'avenir de leur détention foncière. Et la troisième chose sur laquelle, avant de passer la parole, je peux aborder la stratégie logement, c'est sur le sujet des recours. Mais je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, globalement, mais je pense que Marc pourrait être encore plus précis que moi, 30 à 40% des opérations sont sous recours, donc bloquées. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions sur les recours qui sont en situation avant de penser, mais il faut aussi le faire pour le futur, à la gestion des recours de l'avenir. Voilà, je passe la parole avant de peut-être revenir sur quelques précisions. Merci. Bonjour. Oui, effectivement, je rejoins ce propos. Le choc de l'offre, dans un premier temps, de terrain est possible. Les mesures incitatives à vendre des terrains proposées aux propriétaires est intéressante. Je compléterai ce propos malgré tout sur un point qui est essentiel, c'est que nous avons besoin, nous, d'autorisation de construire, et qu'aujourd'hui, le droit des sols est maintenu au maire, et c'est malgré tout lui qui signera ou pas le permis de construire. Autant on pourra avoir beaucoup de terrains, autant si ces terrains ne donnent pas lieu à des permis de construire, il n'y aura pas de choc d'offre de logement. On aura beaucoup de terrains, mais très peu de permis. Et on sait que dans beaucoup d'agglos en France, les permis de construire ne sont même pas déposés parce que, vous savez, il y a plusieurs... dans toutes les agglos, il y a une méthode qui consiste à demander aux promoteurs de déposer des permis de construire avant le dépôt, c'est-à-dire de déposer des dossiers de demande pour pouvoir déposer un permis. Alors, on appelle ça des AVP, des réunions de revue de projet, etc. Et dans beaucoup d'endroits, le pourcentage de retoquage des opérations dépasse les 50%. Hein, donc là aussi, il y aura un sujet à débattre. Alors, même si dans le dispositif, il est prévu d'inciter les maires financièrement à délivrer des permis de construire, il faudra voir comment ces maires acceptent d'être achetés, entre guillemets, hein, pour délivrer les permis de construire. Alors c'est vrai que le problème de recours, il est
il est inhérent à notre profession depuis des générations entières et que beaucoup de gouvernements ont essayé de s'y attaquer. C'est un vrai problème constitutionnel, on le sait. Laisser le droit des requérants de demander arbitrage. Certes, beaucoup en usent, beaucoup d'autres en abusent. Effectivement. Déjà le fait de ne laisser la possibilité aux requérants de déposer qu'un seul groupe de requêtes et de moyens, et dès le départ, et de figer ces moyens, est extrêmement intéressant, puisque la plupart des procédures durent extrêmement longtemps par le fait justement que les requérants ont le droit de déposer de loin en loin de nouvelles requêtes ou de nouveaux moyens qui allongent terriblement les procédures. Donc là aussi, il y a un contexte intéressant. Donc oui pour le choc d'offres des terrains. Ça, je pense que ça va inciter les propriétaires terrains à mettre leurs terrains en vente. En revanche, le choc d'offres dépendra de la volonté des maires à délivrer des permis de construire. Merci. Merci. Je vais aller exactement dans le même sens. Il est trop tôt pour dire si le choc d'offres sera au rendez-vous. Ce qui est certain, c'est que les dispositions, l'ensemble des dispositions qui ont été prises une à une vont plutôt dans le bon sens, que ce soit sur la limite du nombre de normes, l'accès au foncier, la lutte contre les recours, l'annonce d'une volonté de lutte contre le recours, et puis aussi la philosophie qui recadre, qui recentre les dispositifs sur les zones tendues, qui me paraît une bonne chose, parce que le choc d'offres, il n'est pas uniformément nécessaire sur le territoire, et en réalité, en particulier sur le sujet du Grand Paris, si on arrive à faire un choc d'offres sur le Grand Paris, on aura résolu quand même une bonne partie du problème du logement, de la tension sur le logement. Et donc je réserve ma réponse en attendant. Moi, je mets l'accent dans cette annonce de stratégie sur un point qui va peut-être résoudre ce que vous venez de mentionner. Enfin, on espère. C'est l'annonce d'un dispositif de contractualisation entre collectivités territoriales et l'État pour accélérer et faciliter les grands projets. Alors, la cible, bien sûr, le Grand Paris est au cœur de cette réflexion. Et bon, on ne sait pas encore quel sera le contenu de ce nouveau dispositif. Et pour moi, ce sera un élément décisif sur la réalité du choc d'offres. Et peut-être qu'on y trouvera la solution à ce que vous venez de mentionner sur la difficulté d'avoir les permis de construire et d'avoir les droits à construire, le PLU qui convient. Je peux témoigner, non pas en tant qu'acteur privé, mais dans mon ancien métier en tant qu'aménageur public, que même quand vous êtes aujourd'hui un établissement public qui pilote un projet d'aménagement dans une opération d'intérêt national à grande visibilité nationale, la vérité, c'est que si le maire ne veut pas faire de logement, il n'y a pas de logement, point final. Et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur la puissance de l'État, tout ça, c'est pas vrai. On retombe. Bon. Donc là... Les maires s'en défendent généralement. Voilà. Pardon ? Les maires s'en défendent de... Oui, mais c'est une... Oui, mais on pourra en parler. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Voilà. Donc, je réserve ma réponse à l'attente de ces futurs dispositifs et sans doute des annonces sur le Grand Paris qui sont prévues pour le mois prochain. Merci. Moi, je vais avoir une tonalité un tout petit peu différente. Pour moi, le choc d'offres, il a commencé. Et il a commencé il y a 2-3 ans. Parce que si on regarde les chiffres, il y a 2 ans peut-être, en Ile-de-France, aujourd'hui, il y a eu 100 000 logements autorisés, 80 000 mises en chantier. Contre d'habitude 80 000 autorisés, 60 000 mises en chantier. Sur la France, on est arrivé à 480 autorisés et 400 000 mises en chantier. Donc on a retrouvé des niveaux de production qu'on n'avait pas depuis 5, 7, voire 10 ans. Si on regarde encore d'une façon un peu plus précise, alors Olivier l'a dit, on est dans un métier long terme, hein, et d'ailleurs par rapport au précédent débat, je dirais que la ville, elle existe depuis 10 000 ans. Donc voilà. On ne peut pas appliquer les raisonnements du numérique à la ville. Bref, si on regarde les prix, ils ont augmenté, tout le monde le sait, et puis ils sont en train de se modérer. Plus 1% du deuxième trimestre 2017 sur le deuxième trimestre 2016, avec une augmentation avant. C'est-à-dire qu'on est dans une certaine modération, voire une baisse des prix en Ile-de-France. Et alors, on peut regarder pratiquement, bien sûr, il y a des maires malthusiens, mais je constate qu'il y a 21 programmes à Asnières aujourd'hui.
Je constate que dans des villes très malthusiennes comme Saint-Cloud, il y a 5 programmes. Moi, j'ai commencé un programme il y a 1 an et demi, très compliqué à Saint-Cloud. J'étais le seul. Il y a 17 programmes à Aubervilliers. Il y a une quinzaine de programmes à Besançon. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a eu une prise de conscience suite à Duflot. Il y a une prise de conscience qui a commencé il y a 2 ans, qui a amené les acteurs à se remobiliser, les maires à lâcher du lest. Maintenant, il y a un certain nombre de mesures plutôt favorables et disruptives, c'est-à-dire qu'on nous laisse voir à 4 ans. C'est la première fois qu'on nous laisse voir à 4 ans. C'est quand même très nouveau. Il y a des mesures sur la libération du foncier qui ont été d'ailleurs reprises de propositions de la FPI avec une plus-value qui augmente avec la détention et non pas l'inverse. Il y a une véritable volonté de simplification des normes. Donc le choc d'offre, il est là en plus avec les grandes infrastructures qui vont et la volonté de construire pour les Jeux Olympiques et la mobilisation des acteurs. Mais attention, il est là, il a commencé. Il y a quand même une grande fragilité dans le choc d'offre, c'est le propriétaire foncier. Parce qu'on est tous en train de rentrer, nous les promoteurs, dans une compétition absolue pour produire plus. Les prix du bâtiment, on ne peut pas tirer dessus. Plus on se bat pour gagner des fonciers, plus on désolvabilise notre clientèle. Et celui qui en profite, c'est le propriétaire foncier. C'est celui dont les grands-parents avaient acheté un petit atelier il y a un siècle et qui en a hérité. Et moi, je dirais la seule rente foncière, elle est là. Et on ne peut pas faire de l'immobilier, on ne peut pas faire de la ville, qui est un secteur aussi ancien, presque aussi ancien que l'humanité, sans avoir une régulation régalienne de l'État autour de ces sujets, surtout quand il se pique de lancer des grandes infrastructures. Voilà. Merci. Et je vais essayer de trouver des choses à rajouter après les différents intervenants. Moi, je partage le sujet, c'est l'accord ou pas entre l'État et les collectivités. Donc le futur des... Donc on a changé de méthode. Avant, on avait l'OIN, Manuel Valls, on va mettre tout le monde au pas. Ça n'a pas marché, notamment en Île-de-France. Donc là, on passe au fameux PPA, nouvel outil administratif, la fameuse personne à provenance, qu'ils n'ont pas beaucoup développé dans la présentation du plan, la fameuse SPLAN, la Société publique d'aménagement local à intérêt national, qui va remplacer l'OIN en gros, mais on ne sait pas s'il va y en avoir, où est-ce qu'il va y en avoir et pour faire quoi. Et notamment en Île-de-France, est-ce que d'avoir une première étape, c'est quoi la gouvernance de l'Île-de-France, de la métropole, de la région? Donc avant même de mettre en place des SPLAN, il va falloir qu'il y ait des contreparties. Alors que, est-ce qu'on a besoin d'un choc d'offre en Île-de-France? Enfin, c'est pas paradoxal, mais avec 80 000 mises en chantier et des besoins qui avaient été estimés à 70-75 000 par an, on peut se demander s'il y a besoin de faire plus. C'est pas paradoxal. Quand on rentre dans le détail, il faut quand même voir que dans les 80 000, il y a à peu près 50% de logements sociaux. Donc en fait, ce qui manque probablement, c'est le logement intermédiaire et le logement privé pour l'Île-de-France. Donc on verra si cette méthode, de passer d'une méthode coercitive à une méthode de négociation entre l'État et les collectivités, va donner plus de résultats que la précédente. Pas faire de pronostics, mais c'est quand même un sujet où il faut d'abord que les collectivités et l'État se mettent d'accord sur, en gros, qu'est-ce qu'on fait. Après, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis un peu plus sceptique, qui sont la simplification des normes, parce qu'on a entendu, maintenant on attend le détail quand même, parce que dans ces affaires-là, tout va être dans le détail, et notamment dans les décrets d'application, quelles vont être les normes simplifiées. Sur l'histoire des normes handicapées, on a eu des informations un peu contradictoires. Est-ce qu'on va réduire le nombre de logements soumis au nombre handicapé en pourcentage dans les programmes ou pas? Enfin, la FPI travaille sur ces sujets, mais enfin, c'est pas encore 100% crystal clear, pour prendre des termes anglo-saxons. Et puis sur l'énergie, là, on a eu quasiment un pas de clair, parce que on a dit on va simplifier, puis après les déclarations sur l'accord de Paris aidant, etc. Aujourd'hui, vous savez qu'on va franchir une première étape en 2018, avec la réglementation énergétique 2018, puis on franchit à nouveau une étape en 2020 avec la réglementation sur le bâtiment responsable. Moi, j'ai pas entendu dire que ces deux réglementations étaient ou décalées dans le temps ou simplifiées, etc. Donc la simplification des normes, peut-être. Je ne sais pas si ça produira un choc d'offre.
Ça éventuellement diminuera un peu le coût de construction, mais ça ne provoquera pas de choc d'offres par soi-même. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur les histoires sur les plus-values, sur le foncier. C'est un peu comme la taxe sur les logements vacants. Ça part du principe qu'il y aurait des gens qui ont des logements vacants qui les gardent, qui ont des fonciers qui les gardent. Pour faire quoi ? Donc, attendons voir. Mais les grands fonciers sont dans les acteurs publics, parapublics et les collectivités. Donc, c'est pas des mesures fiscales qui vont déclencher la mise sur le marché d'une offre foncière surabondante. Et puis, il y a un sujet qui n'a pas été traité dans le plan, pour lequel la FPI, la FSIF, la SPIM, tout le monde demande, c'est notamment en Île-de-France, il y a des zones en rue du bureau, j'ai envie de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a dans les zones les plus éloignées ce stock de plus en plus important, obsolète de bureaux. Et ce qui a été proposé dans le plan pour la transformation des bureaux en logement est non seulement pas suffisant, mais symptomatique, je pense, d'une analyse quand même très incomplète du sujet. En gros, on va diminuer le taux de plus-value sur ces opérations. Pour ceux qui en pratiquent, pour ceux qui ont des bâtiments en deuxième couronne qui sont obsolètes et vides depuis 3, 4, 5, 6 ans, les plus-values, on aimerait en faire. Et simplement, on gère des pertes et des moins-values et on gère des moins mauvaises situations. D'abord, on n'a pas forcément envie de vendre, que ce soit les grands assureurs, soit les foncières, quand on a des bureaux obsolètes. Donc le dispositif, notamment en Île-de-France, sur la transformation de bureaux en logement, a été oublié dans le plan. Et comme il y a encore une période de dialogue entre l'annonce du plan et la loi, il faut vraiment espérer que ce délai sera mis à profit pour compléter le plan sur ce sujet. Merci. Comme c'est le mot à mode, je vais être le maître des horloges. Il nous reste 35 minutes et donc les sujets sont nombreux. Et je vous prie par avance d'excuser un lapsus que j'ai commis à l'écrit avant de le réparer, à savoir le dispositif Plenel du nom du célèbre moustachu et pas les avantages Pinel. Donc, parce que je voulais interroger d'abord Marc Villon là-dessus avant de vous laisser débattre entre vous sur ces aides, avantages Pinel et PTZ, sur les zones tendues, qui d'après votre ancien membre de la FPI, Alain Dinin, PDG de Nexity, revient à, je cite, mettre en place une mécanique qui fait fi des réalités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi d'abord, je trouve qu'il faut tout replacer dans son contexte. La France n'a plus les mêmes moyens depuis une dizaine d'années, et ce manque de moyens s'accélère. Donc, une politique publique ne peut pas tout, sur tout le territoire, tout le temps. Il faut faire des priorités. La priorité qui a été faite, c'est celle de la zone dense. La zone dense, alors cela n'exclut pas des reclassements, une analyse de la zone B2, etc., que d'ailleurs la FPI est en train de faire. Puisque, évidemment, les zonages sont faits pour se périmer. Mais la priorité de la zone dense, c'est la zone des emplois. Encore une fois, on n'est pas l'Allemagne, on a un territoire désert, au centre, par exemple. On a des montagnes. On a aussi une histoire qui est une histoire de centralisation ou de métropole régionale. Et cette histoire, on la porte depuis 2000 ans. Et l'Allemagne porte une histoire fédérale depuis 2 siècles, une histoire différente depuis 2000 ans. Donc se comparer à l'Allemagne, pour moi, c'est une ineptie. Donc, qu'est-ce que veut le gouvernement ? Le gouvernement veut privilégier la zone dense, la zone des inégalités. On a parlé de ces jeunes qui ne peuvent pas acheter et qu'on va essayer d'aider en leur permettant de faire un petit investissement. C'est la zone aussi où il y a de l'emploi. Ça veut dire rapprocher l'habitat de l'emploi. Rapprocher de l'habitat de l'emploi, c'est donner plus de productivité aux salariés et c'est aussi diminuer la pollution. Alors après, si vous voulez, moi je dirais simplement, chaque entreprise, et Alain Dinin, président de Nexity, qui est aujourd'hui le premier promoteur de France, chaque entreprise a son positionnement, ses contraintes. Maintenant, en tant que président de l'Île-de-France de la FPI et membre du bureau de la FPI nationale, je dirais que la politique me semble cohérente, elle a le courage de s'inscrire dans la durée. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait de tout, mais on doit saluer cette cohérence et c'est à nous de faire des propositions de reclassement et c'est à nous de faire des propositions d'aménagement du territoire en considérant que ce territoire français, maintenant, au centre,
et présente de grandes zones au centre, parfois au nord, de grandes zones désertes, ou des zones où il y a des logements à 40 000 euros. Voilà, moi je traverse la France en vélo très souvent, je peux vous dire que les centres-villes sont devenus pitoyables. Et donc mettre l'accent sur la rénovation des centres-bourgs, plutôt que miter le territoire et miter cette richesse qui est un territoire vaste, naturel, ça me paraît cohérent. Monsieur Puy-Bouffat. Oui, je rejoins ce que dit Marc Villan. Effectivement, l'AFPI a apporté beaucoup de propositions qui ont été reprises dans ce texte de loi. Et c'est vrai que nous avions un vrai besoin de stabilité et de stabiliser le dispositif pour plus de visibilité et de lisibilité pour nos acquéreurs. Il n'y a rien de plus compliqué d'expliquer à quelqu'un que le logement qu'on lui vend, peut-être demain, dans 3 ans, ne sera plus soumis à la même règle. C'est assez compliqué. Donc oui, ça c'était une véritable nouveauté. Après, pour revenir sur le dispositif Pinel et sur le dispositif du PTZ qui a été maintenu lui aussi pendant 4 ans, en revanche sur les zones B2, là aussi la FPI porte des propositions, notamment pour que le dispositif soit mis de façon transitoire de suppression, parce qu'on parle d'une suppression en zone B2 dès le 1er janvier 2018 et nous avons beaucoup de confrères qui ont des opérations qui sont déjà développées. On a parlé de l'inertie, c'est des terrains qui sont signés, voire même des permis de construire qui sont déposés et même peut-être délivrés sur des logements qui pourront peut-être vendus grâce au dispositif, alors que l'opération a été montée comme ça. Donc il y a des propositions de la FPI sur le mode transitoire de cette sortie de dispositif B2. Il y a aussi dans le dispositif, en zone B2, des villes moyennes qui sont des villes qui restent encore dynamiques et où le dispositif peut être tout à fait justifié de le maintenir. Donc le PTZ, c'est pareil, je rejoins aussi ce propos, le maintenir en zone détendue dans l'ancien pour rénover les centres urbains, ça a un vrai sens. Je crois que ça permet de donner, entre guillemets, du travail pour tout le monde sur tout le territoire. C'est une forme d'aménagement du territoire qui me semble intelligente. Alors, après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. On doit créer un choc d'offres, on doit créer... parce que je crois que le gouvernement souhaite toujours que le prix des logements diminue. Et c'est pour ça qu'il souhaite un choc d'offres, parce que on fait quand même un métier qui est un commerce. Et à partir du moment où il y aura beaucoup d'offres de logements, on peut espérer que le prix des logements va diminuer. Et dans un bilan de promotion, il y a une variable qui était assez importante, qui est le terrain. Et plus il y aura d'offres de terrain, plus le prix de revient de nos opérations diminuera. Et donc, on aura tendance à faire baisser le prix des logements. Et c'est vrai qu'il est stable depuis 1 an, malgré un train de normes épouvantable que l'on a subi pendant 10 ans, que ce soit des normes thermiques, des normes type PMR, qui ont fait, elles, grandir pas mal le prix du logement, sans parler de la fiscalité qui s'est alourdie depuis 10 ans sur le logement. Aujourd'hui, il faut que le prix du logement se stabilise, et c'est la volonté du gouvernement, et en créant ce choc d'offres sur tout le territoire, avec différents dispositifs, que ce soit sur l'ancien ou sur le neuf, avec un Pinel qui est renforcé et qui est stable sur 4 ans, me semble une très bonne chose. Merci, Monsieur Bokobza. Non, moi, j'aimerais juste vous rappeler les mois précédents, le travail du gouvernement sur la stratégie logement. Je ne sais pas vous, mais moi, je dormais pas bien, personnellement. Et on a tendance à parler aujourd'hui de ce qui ne va pas, sur le plan, en effet, du B2 et compagnie. Moi, je retiens une seule chose, c'est qu'il y a un dispositif qui fonctionne, qui est le Pinel, un autre qui fonctionne pour les accès dans les propriétés, le PTZ, et que, en effet, ils ont été recentrés sur des zones dont le besoin est particulièrement prégnant, puisqu'on en voit par rapport aux chiffres. Juste vous rappeler, moi aussi, par rapport à ce qu'a dit Marc, c'est qu'il y a 2 ans, globalement, le marché immobilier réalisait autour de 800 000 transactions en cumulant le neuf et l'ancien, que depuis 2 ans maintenant, 2016 et 2017, on a dépassé la barre du million. Ça veut dire que la demande, elle est vraiment là. Et ça démontre aussi que le fait d'avoir reconduit ces dispositifs sur une durée longue, pour nous en tout cas, puisque on est habitué tous les ans à mal dormir pendant le mois d'août et tout l'été, à savoir si le dispositif qui fonctionne, qui va bien, va continuer, va nous permettre de ne pas nous être trompés sur les positions qu'on a prises en amont sur les terrains, puisque nous, on travaille sur un cycle long, je le rappelle, donc on se positionne sur un terrain quasiment 18 mois avant de le mettre